Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé à Pékin pour participer au sommet à l'initiative Une ceinture noire, une route de la route de soie qui reliera l'Afrique, l'Asie, mais également l'Europe. Les sanctions américaines sur l'Iran font grimper le prix du pétrole entre l'USA et la guerre entre l'USA et l'Iran. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé donc à Beijing, capitale de la Chine, pour participer au deuxième sommet de l'initiative Une ceinture noire, une route. Le commerce de la route et de la soie est un partenariat économique international qui associe des pays appartenant à tous les continents du monde, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Awa Abdi Daher, qui est une de nos correspondants en Chine, nous fait le point sur cette visite du chef de l'État qui est arrivé à Beijing. Nous nous trouvons devant l'aéroport international de Pékin où le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé à la tête d'une importante délégation pour participer à la deuxième sommet international de la route de la soie. En parallèle à sa participation au sommet, le président, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, sera aussi attendu pour participer le 25 avril à la soirée commémorative de la 40e anniversaire de l'établissement de relations entre la Chine et Djibouti. Alors les deux pays partagent les mêmes visions, les mêmes objectifs, mais aussi les mêmes valeurs grâce à la convergence du point de vue des deux dirigeants, à savoir notre président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et son homologue chinois, M. Xi Jinping. En marge de ces sommets, le président également aura un tête-à-tête avec son homologue chinois, M. Xi Jinping, afin de développer les voies et moyens pour accroître les relations bilatérales qui datent de 40 ans. Awa Abdi, RTD, Pékin. Et Awa Abdi a également interviewé l'ambassadeur de la République de Djibouti en Chine, qui va nous faire le point de cette visite du chef de l'État en Chine. Voici ses propos. C'est le deuxième forum organisé par la partie chinoise sur l'initiative Une route, une ceinture. La préparation de ce forum a nécessité plusieurs semaines avec la partie chinoise sur le plan de l'organisation des différentes séances, notre participation, tout l'aspect logistique, protocolaire, hébergement et autres. Les Chinois avaient déjà initié, il y a de cela quelques siècles, sur ce qu'on appelait à l'époque la route de la soie. Cette année coïncide le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Et Inch'Allah, demain soir, nous allons tenir une grande cérémonie qui va regrouper plus de 500 invités de marque. Nous avons voulu placer cette cérémonie sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, en profitant de sa participation du deuxième forum, Une route, une ceinture. Et avant d'arriver donc à Beijing, en Chine, le chef de l'État a participé hier au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en Égypte, la capitale au Caire. Donc les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur les récents développements au Soudan se sont clôturés donc hier après-midi dans la capitale égyptienne, le Caire, présidé par le président égyptien, l'actuel président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, ont assisté à cette rencontre de haut niveau. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants des pays africains, en particulier des pays voisins comme du Soudan. Les discussions ont porté sur le soutien que l'Union africaine peut apporter au Soudan pour instaurer la stabilité et la paix dans ce pays frère qui traverse des conditions exceptionnelles. Les chefs d'État africains ont ainsi souhaité que le pouvoir militaire au Soudan et les responsables de la contestation qui exige un gouvernement civil parviennent d'ici 3 mois à une transition pacifique. Dans un communiqué, les pays réunis ont appelé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à prolonger
de 3 mois le délai accordé au pouvoir soudanais pour une transition pacifique du pouvoir. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours lors de cette séance à huis clos du sommet dans laquelle il a évoqué les derniers développements sur la scène soudanaise, appelant l'Union africaine à assumer ses responsabilités pour un retour capital à la stabilité, à la paix et au système constitutionnel de ce pays. Voici son discours qu'il a lu bien sûr à huis clos et repris par Hussein Aoulad Miguel. Les coups d'État militaires intervenus au Soudan le 11 avril et ayant conduit à l'éviction du président Omar Hassan Ahmed El-Béchir, puis à son arrestation, a foulé au pied l'ordre constitutionnel dont ce pays frère a rappelé le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la réunion des chefs d'État africains au Caire sous la houlette de l'Égypte. Le chef de l'État a poursuivi les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine a siégé le 15 avril lors de sa 840e réunion, à l'issue de laquelle il a condamné et rejeté la prise au pouvoir par la junte militaire et a déploré l'arrestation du président Bachir, a indiqué le président. Le chef de l'État a précisé que les conseils de paix et de sécurité a en outre exigé de la junte à la remise immédiate du pouvoir à un gouvernement civil de transition, tandis que le Conseil militaire de transition a décidé d'une période de 2 ans. Le président Ismaël Omar Guelleh a ajouté que la crise économique et les défis sécuritaires ainsi que les sanctions imposées au Soudan ont provoqué l'instabilité politique que traverse le pays depuis plusieurs mois, en soulignant qu'il est difficile d'envisager une sortie de crise rapide quand ce type de coup de force intervient. C'est pourquoi le président a conclu que nous considérons que l'Union africaine doit agir rapidement en dépêchant une mission de très haut niveau pour entamer des négociations axées sur les retours à l'ordre constitutionnel, la reprise des activités du Parlement et la mise en place rapide d'un gouvernement de transition civile. Enfin, le président a rappelé qu'il est tout aussi crucial de préserver la crédibilité et l'autorité de l'armée soudanaise qui reste le garant de l'intégrité territoriale. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu au micro de nos correspondants en Égypte sur les sujets les plus importants discutés par les dirigeants africains lors de ce sommet d'urgence présidé par le président égyptien. Voici ses propos. Il y avait déjà eu une première réunion le 15 avril à Addis Abeba au sein du Conseil de paix et de sécurité qui avait octroyé un délai de 15 jours au Conseil militaire de transition afin de de transmettre le pouvoir vers une autorité civile. Les chefs d'État qui sont réunis ce matin au Caire ont étudié et analysé la situation et ont jugé, estimé que le peuple soudanais devait être accompagné dans ce processus. Ils ont indiqué qu'il fallait également que l'institution militaire soit capable de pouvoir préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Parmi les points importants que les chefs d'État ont souhaité voir apparaître dans le communiqué final qui a été adopté à l'issue de cette rencontre, c'est qu'un délai de 3 mois soit encore accordé au Conseil militaire de transition afin que ce Conseil puisse mieux se concerter et mener encore davantage de consultations avec toutes les forces vives de ce pays afin d'arriver à des solutions consensuelles. Et je crois que les discussions, les négociations sont en cours. L'Union africaine va jouer un rôle important dans ce processus qui est en train de commencer. Et le président de la Commission de l'Union africaine s'était déjà rendu à Khartoum et il a fait rapport de sa visite aux chefs d'État réunis aujourd'hui au Caire. La délégation du Soudan a également exposé son point de vue sur la situation et s'est retirée ensuite pour permettre donc à l'Assemblée des chefs d'État
de pouvoir discuter et débattre sur la question du Soudan. Il faut rappeler que ce pays vaste a connu des situations de conflits internes, des mouvements de rébellion sécessionnistes. Et cette taille et ainsi que cet historique de crises internes répétitives font que ce pays reste exsangue, fragile. Et donc il était essentiel pour les chefs d'État africains d'agir rapidement, de pouvoir contenir la situation et accompagner le processus de transition. Les chefs d'État ont rappelé que le rôle principal de cette médiation doit être confié à l'Union africaine et que l'Union africaine avait également le devoir par la suite de pouvoir informer les Nations Unies. Et ont insisté également sur le fait que la multiplicité des initiatives n'était pas de bon augure. Et je crois que c'est un message fort. D'ici le 30 du mois d'avril, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine va siéger encore une fois pour pouvoir statuer et décider de la démarche à suivre et je dirais dans un avenir proche, quelle attitude adopter par rapport donc à l'évolution de la situation au Soudan. Revenons donc à Djibouti, où la deuxième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement de l'année 2019 de la 8e législature s'est tenue ce matin sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette séance a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 7 projets de loi, dont un projet de loi datant de l'année 2019 de la 8e législature portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2015 et un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti 2016, mais également un projet de loi sur l'orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti, un projet de loi modifiant et complétant le code de procédure civile, un projet de loi modifiant et complétant le code civil, mais également un projet de loi portant modification de la loi portant sur le crédit bail et enfin un projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Au terme des discussions et après le vote favorable de l'ensemble des projets, ces projets ont été adoptés, certains même avec des amendements. Et nous revoilà pour la suite de ce journal du 15h de ce mercredi 24 avril 2019. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet le président de l'université d'Aden, Dr Al-Khadr Nasser Ahmed, en présence de ses collaborateurs. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Yémen, deux pays amis et frères. L'échange a également porté autour des questions de partage d'expériences en matière de formation. Enfin, la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale djiboutienne, le président de l'Assemblée a remis donc des cadeaux au président de l'université de cette ville d'Aden, qui a remercié le président pour son accueil très très chaleureux. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Maoundé, ont signé ce matin au cabinet du ministre de la décentralisation une convention portant sur un plan d'action couvrant la période 2019-2020. À cette occasion, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Maoundé, a mis en exergue l'importance de l'état civil qui permet, a-t-elle dit, à chaque enfant de jouir de tous ses droits et d'être reconnu comme un citoyen à part entière. Djanabou Maoundé s'est dite satisfaite de la collaboration avec le ministère de la décentralisation sur la question de l'état civil. Elle a félicité celui-ci pour le travail accompli. Elle a plaidé pour la continuité de ce partenariat solide entre le ministère de la décentralisation et l'UNICEF. Le ministre Hamadou Mohamed Ramis a quant à lui remercié l'UNICEF pour l'appui qu'elle apporte à son département. Il a souligné que la présente signature est une continuité de cette excellente collaboration. Le ministre a mis l'accent lui aussi sur l'importance de l'enregistrement des faits, des
d'état civil, surtout l'enregistrement des naissances pour la planification de la programmation du gouvernement. Il a mis en exergue également le fait que, grâce à la collaboration avec l'UNICEF, son département a pu réaliser 3 études portant sur les goulots d'étranglement du système d'enregistrement des naissances, l'actualisation de la loi sur l'enregistrement des naissances à Djibouti et l'état des lieux des centres d'état civil en République de Djibouti. Le ministre a insisté sur la mise en œuvre des recommandations issues de ces 3 documents. Toujours dans l'actualité nationale dans cette édition, c'est une réunion de travail du groupe de partenaires pour la protection sociale qui s'est tenue hier au Palais du Peuple. Cet atelier co-présidé par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé aux affaires sociales, Madame Ifrah Ali Ahmed, et par la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, Barbara Mandi, a vu la participation des représentants des ministères sectoriels, le MENFOP, le ministère du Travail, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le ministère délégué à la décentralisation et des partenaires au développement, dont l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FAO ou encore l'OMS. Après la minute de silence observée en hommage aux victimes des attentats au Sri Lanka, la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Ifrah Ali, a fait une présentation sur l'état d'avancement de la protection sociale, notamment sur la phase d'opérationnalisation et de la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022. La secrétaire générale n'a pas manqué d'insister sur la transversalité de la protection sociale. Du groupe de coordination sur la protection sociale où les dernières nouvelles et les dernières propositions ont été expliquées aux collègues qui étaient autour de la table. On a aussi discuté la possibilité d'un financement qui devrait venir possiblement à niveau des Nations Unies pour la protection sociale, pour ne laisser personne de côté. C'est lié aux ODD. On aura tous les pays du monde qui vont effectivement essayer d'avoir ces financements, mais je suis sûre qu'avec les progrès qui a été fait dans les domaines du social à niveau de Djibouti, sous le leadership du gouvernement, on est vraiment bien positionné pour aller en face. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales, une équipe du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du ministère délégué chargé de la décentralisation ont initié une réunion de travail avec la préfecture de la région de Dikil, la ville de l'Unité et le conseil régional pour discuter des grandes lignes du projet de renforcement des capacités exécuté par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement en collaboration avec le FNUD et financé par les GEF. S'en est suivi une matinée de sensibilisation sur les obligations découlant des conventions de Rio. Ce projet a pour finalité de renforcer les capacités des institutions nationales dans le suivi et le respect des engagements internationaux en matière d'environnement. Ainsi, il prévoit entre autres la décentralisation de la gouvernance de l'environnement au niveau local et la sensibilisation des acteurs clés sur les conventions de Rio que la République de Djibouti a ratifiées. On prépare à cet atelier dans la région de l'Unité les autorités locales, les services déconcentrés de l'État et la société civile. Convention de Rio, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Djibouti a ratifié la conférence de Rio, couramment appelée lors du sommet bien sûr planétaire en 1992 pour faire face bien sûr aux problèmes environnementaux qui touchent de par le monde. Je pense que Djibouti est particulièrement touché, notamment notre région, par le changement climatique, d'autant plus que nous, on est traversé par les corridors, la route nationale 1, qui a son importance et qui a un flux très important des camions. Des accidents spectaculaires se produisent, des produits chimiques transitent chaque jour sur le long de ce corridor. Donc, partant de ces faits, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et qui est en charge de l'environnement est présent avec nous ici en collaboration avec le PNUD. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements qui parlent de l'environnement. Djibouti n'est pas un reste, bien que nous, on est un pays consommateur, on reçoit plutôt des fonds mondiaux, tels que le Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler 4 composantes qui ont trait bien sûr à la problématique de l'environnement, liée à l'environnement.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et nous partons au Sri Lanka, où le décompte est bien sûr macabre. Le bilan des attentats de dimanche de Pâques au Sri Lanka s'alourdit selon les derniers chiffres. Le carnage a fait 359 morts et plus de 500 blessés. L'enquête a désormais établi que des kamikazes sont à l'origine des explosions quasi simultanées dans 3 hôtels de luxe et 3 églises de Colombo. 2 suspects par la suite déclenché des charges d'explosifs pour échapper à leur arrestation. Le groupe État islamique a revendiqué donc la série d'attentats. Ranil Wickremesinghe, Premier ministre sri-lankais, a indiqué qu'ils ont appris ce qu'il y a eu des connexions internationales. Ce n'est pas pu être fait seulement localement. Selon donc le Premier ministre sri-lankais, 40 personnes ont été arrêtées, mais des suspects sont encore en fuite et certains pourraient détenir des explosifs. Et je vous l'annoncer dans le titre, les sanctions américaines sur l'Iran pour le prix du pétrole grimpent. Donald Trump fait chauffer les marchés pétroliers mondiaux en cause l'annonce de la fin des dérogations accordées à 8 pays acheteurs de pétrole iranien. Cette mesure vise à mettre la pression sur Téhéran. Le baril à son plus haut niveau depuis 5 mois. Immédiatement, la nouvelle fait bondir les cours du pétrole brut entre lundi et mardi. Le prix du baril de Brent grimpe de 39 centimes pour s'établir à 74,43 $, mardi donc hier midi, soit le plus haut niveau depuis 5 mois. Cette hausse de prix du pétrole constitue une source d'inquiétude pour les économistes. À l'origine de la hausse des cours, l'inquiétude des investisseurs qui craignent que l'offre de pétrole brut ne s'assèche. Il est de plus en plus difficile d'accéder à de l'or noir. Dès le mois prochain, l'Inde et la Chine, 2 énormes consommateurs, ne pourront plus acheter du brut iranien le mois prochain sous peine de sanctions américaines. Kim Jong-un est arrivé en Russie. Le Kremlin maintient le secret sur les détails de la rencontre qui aura lieu demain jeudi entre Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen. Le train de Kim Jong-un a discrètement franchi la frontière russe ce mercredi. La rencontre aura lieu sur l'île Rouski en face de Vladivostok et le dossier nucléaire sera au cours de ces entretiens entre le président nord-coréen et le président russe Vladimir Poutine. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Nous, de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Télé Djibouti, de passer des bons moments avec la suite de nos programmes à téléviser. Portez-vous bien. Bye bye.